Hey, salut les gens, c'est Race4, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Microsoft Flight Simulator 2020 et comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on vient comparer des ULM. Alors petit spoil puisque la miniature, pour rien vous mentir, je l'ai déjà faite on va dire avant la vidéo. Donc vous savez quels ULM on va comparer, puisque là vous avez un ULM et c'est pas le même qu'il y a dans la miniature. Donc le but c'est j'en avais discuté déjà dans la présentation du Bristol B23 du coup, puisque ce sera le deuxième ULM. Ce qui serait intéressant en fait c'est de comparer justement avec le VL3, puisqu'on remarque que c'est des avions qui ont à peu près la même forme, qui ont à peu près la même dynamique. Donc voilà, même si à mon avis le VL3 a quand même une qualité supérieure en termes d'appareil, hein. Je parle pas forcément en termes de sur Flight Simulator, mais je parle dans la vraie vie. À mon avis le VL3 sera quand même quelque chose qui sera au-dessus du Bristol B23. Mais voilà, le but c'est quand même de les comparer, de savoir quelles sont les similitudes, quelles sont comment dire, les non-similitudes, lol. Non mais quelles sont les différences, voilà, enfin vraiment les choses un petit peu notables. En tout cas, je viens de piloter du coup le Bristol B23 à l'intérieur. Bon, alors c'est sûr, c'est un peu plus luxueux quand même le VL3, mais bon, on n'est pas dépaysé quoi. On a toujours le grand écran ici avec l'horizon artificiel, le grand écran ici avec le GPS. Donc là-dessus, on n'est pas tellement, voilà, on n'est pas vraiment déstabilisé quoi. On va faire notre petit roulage. Bon, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je viens de piloter le Bristol B23. Le VL3 se pilote quand même un petit peu plus facilement, enfin un peu plus maniable, on va dire, à première vue. Donc, bon, voilà. C'est rien de fou hein, pour l'instant, mais je veux dire, au sol, c'est vrai que le B23, on a l'impression d'avoir un bateau là. Enfin, ça, on verra après, hein. C'était peut-être moi qui. Après, je vous cache pas que le roulage au sol avant, je l'ai fait un peu moins scolaire qu'ici. Des fois, faut vraiment que je m'achète un palonnier un jour. Je sais que je me répète à chaque fois, mais c'est vrai que c'est un peu embêtant. Là, pour le roulage, par exemple, ce serait agréable parce que je pourrais vraiment lâcher le joystick. Et malheureusement, eh ben, ce sera pas le cas. Alors, je vous propose qu'on fasse un petit décollage piste en dur, quoi, piste en macadam. Et puis, ensuite, j'arrive un peu fort là, non? Et puis ensuite on fera genre je sais pas trop comment, mais on ira sur la piste en herbe. Et puis on sera bon. Alors je sais pas si on fera l'atterrissage ou si on refera un décollage. Enfin voilà, vous m'avez compris quoi. Ok, bah écoutez, tout est bon pour moi. Je voudrais voir si on peut éventuellement allumer des lumières là-dessus. Ça va être ici, non batterie, landing light. Il n'y a pas les panel light? Non, bon, tant pis, bah écoutez, on va rester comme ça. Parce que je crois que c'était un petit peu sombre, mais c'est pas grave. Allez, on est parti. Bon, on va supposer hein, qu'on a fait notre demande, etc. Tiens, d'ailleurs, on n'a pas l'IMAT de l'avion qui est affiché là dans le cockpit. On va dire pour Fox, Juliette Echo, Charlie Delta. Ce qui veut rien dire, hein, je sais pas, j'ai inventé au hasard. Hein. Vous êtes autorisé à décoller pour un départ piste. Je sais même pas quelle piste on est. Alors, oui, alors là. Le but c'est vraiment de juste tester les ULM, hein, c'est pas de faire un vol ou quoi que ce soit. Mais je vais juste aller devant la piste pour voir quel numéro c'est pour faire genre, mais voilà. 09 gauche. Alors, Fox machin. Non, attends, bah, vous savez quoi? Donc, Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra pour un départ piste 9 gauche. Aligné sur la piste. Ok, blablabla. Bla, 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 bla. Et allez, on est parti. Donc, on a les flaps, on a le trim, tout est réglé. Ok, on est bon. Alors, donc là on a les lumières. J'essaie de prendre un repère. Ouais, ok. Donc vous voyez au niveau. Donc on s'est mis vraiment au pied du numéro et aux lumières là. Je sais pas comment ça s'appelle maintenant, j'ai perdu. On a décollé quoi. On prend ah ouais, on prend quand même 2000 hein, en vitesse verticale. Là. 2000 pieds minutes. On rentre le train.
Très belle animation d'ailleurs du train, tiens, c'est marrant. Je sais pas si vous avez vu, il rentre en biais comme ça, etc. C'est vraiment stylé. Hein. Ok, on va essayer de monter à 2500 pieds. Alors en tout cas, il monte, hein, il en veut. Hein. On est toujours à 2000 pieds minutes. C'est fulgurant. Je pense qu'on peut enlever les volets. On est déjà à 2000 pieds. On va réduire un tout petit peu les gaz. On va faire un petit virage gauche. Bon déjà, je peux vous dire, je vais vous spoiler un peu, mais ça n'a rien à voir avec le Bristol. Au final... Mais bon, après, je pense que... Comment dire, Asobo ou Microsoft, enfin... les développeurs là, de cet appareil là, hein, puisque c'est un appareil natif Microsoft Flight Simulator. Je pense qu'ils ont été un petit peu optimistes quand même, hein, parce que ça me paraît quand même violent là, les performances du bestiau. Comparé aux autres ULM qu'on a l'habitude de voir, de piloter, etc. Et même je suis un petit peu dans la réalité des essais du LM, etc. Même si moi je pilote pas forcément et j'ai pas la chance ou l'opportunité de pouvoir le faire par moi-même, mais c'est vrai que voilà, je regarde quand même pas mal de vidéos sur des tests du LM de ce type. Faut reconnaître que le VL3 est un très bon ULM et voilà, il est classé quand même assez haut, mais on n'est pas non plus sur des performances telles. Alors après, ce que je me demande aussi, et peut-être que vous pouvez du coup me corriger en commentaire, mais c'est est-ce que le VL3, il y a une version, on va dire, plutôt avion et une version ULM, un peu comme le Tecnam P92 hein, qu'on a déjà vu. Donc c'est possible. Et vous voyez, regardez, on est déjà à 4000 pieds là, à force de parler, j'ai dit qu'on montait à 2500, on est monté à 4000 pieds. Alors que finalement, vous voyez, on est juste au-dessus de l'aérodrome, hein, on n'a pas... En fait, on est monté plus vite qu'on a parcouru de distance à l'horizontale, quoi. Donc non, franchement c'est top. Je sais pas si on peut faire un peu de voltige avec, on va essayer. Alors déjà en termes de vitesse, vous savez quoi, on va faire une petite Vmax là. Une petite Vmax, je me comprends. Bon, on est déjà dans la zone jaune là. Donc là je suis plein gaz. Assiette à plat. À peu près. J'essaie d'avoir une vitesse verticale de 0. Bon là on voit qu'on commence quand même à 115 nœuds, ouais, l'avion il kiffe pas trop, quoi. Mais bon, vous voyez qu'on... Ouais, allez, on va dire 115 nœuds. 115 nœuds, on est vraiment aux limites de l'appareil. Bon. C'était pas le plus beau, mais vous voyez qu'on peut faire facilement un tonneau. Après... Ok, donc ça décroche relativement facilement en virage. Bon là j'en profite parce qu'on avait beaucoup d'altitude, donc alors faut quand même être doux sur les commandes, hein. Vous voyez qu'il a tendance à avoir des commandes assez vives, donc de décrocher assez facilement. Ok, donc là on est à 50 nœuds. On sent que le décrochage arrive, mais après vous voyez, hein, il reste stable, hein, il reste à 50 nœuds et... Ah, ça y est. J'ai toujours pas le manche au maximum. 40 nœuds. Et pourtant, regardez, en vitesse verticale, on continue à monter, hein. C'est fou, hein. Il décroche pas, hein. On a l'avertisseur, mais... Ah, ça y est. Bon, par contre, quand il décroche, vous voyez qu'il décroche... qu'il décroche assez facilement. On va essayer avec un cran de volet. On est encore assez d'altitude. Ouais, bon, de toute façon, on va remonter un petit peu. Ok. Allez, on est à 3000 pieds quasiment. Alors, par contre, il est un petit peu embêtant à contrôler quand même, hein. Ouais. Allez, on revient à plat. J'étais un peu fort là sur les commandes. On va remonter un petit peu parce qu'on commence à être un petit peu bas là pour faire des tests de décrochage. On va se mettre à 3000 pieds.
Ok. On ressort un cran de volet. Je sais pas s'il y a encore un... Ah oui, il y a encore un dernier cran de volet. On va faire tout de suite sur le dernier, hein, autant se faire plaisir. Alors 55 degrés de volet. Ah oui, ok, ouais. Par contre, ouais, vitesse de décrochage à 30 nœuds, quoi. Genre, on fait presque du surplace. Et je sais pas si vous avez vu, mais j'ai... La vitesse qui s'est carrément coupée, en fait, ici. On voyait plus 30 nœuds, quand c'est en dessous de 30 nœuds, vous avez les petits tirés, là. On avait les petits tirés, donc ça veut dire qu'ils décrochent quasiment sur place, quoi. Après, comme dit, en termes de virage, faut faire attention, faut pas être trop vif parce qu'on a tendance à décrocher assez rapidement. Alors, regarde, on va mettre un petit peu de rythme, on va dire. D'ailleurs, je vais essayer de retrouver Lunéville qui est un petit peu à droite là-bas. Vous voyez que tout de suite, dès qu'on met un petit peu de force, on va dire, sur le manche. Alors, par contre, hein, on voit que là, regardez, je tourne que à la dérive. Bon, je suis au max de la dérive. Bon, voilà, l'avion se dirige facilement rien qu'à la dérive. Bon, alors là, on le maltraite, hein, forcément, on en profite, on est sur simulateur. Faites jamais ça dans la vraie vie, hein, parce que là, c'est un coup à se cracher puissance 10. Hein. Mais faut être si on est un petit peu doux sur les commandes, vous voyez, ça se pilote assez bien. Hein. Bon, alors c'est un peu dur d'être précis et doux avec le joystick là sur l'axe de l'AC, mais voilà, on voit à peu près ce que ça donne, quoi. Alors, on va essayer de retrouver notre ami. Ah bah ouais, il est juste là à gauche en fin de compte. Bon, on va faire une approche main gauche. Bon, vous voyez qu'on vole facilement au-dessus de 100 nœuds, hein. Il n'y a pas de gros soucis. On va essayer d'atterrir sur la piste en herbe si on peut. Je vais juste faire mon petit tour de reconnaissance là. Essayer de se mettre à peu près à 2000 pieds, je pense que ça doit être bon pour faire la reco. Du coup, je sais plus si je l'ai dit, hein, mais on est sur l'aérodrome de Lunéville, Croisemar, pour ceux qui voudraient le nom exact, qui est une ancienne base aérienne de la Seconde Guerre mondiale, je pense. Peut-être de la Première, je sais pas, enfin bref. Il y a eu beaucoup de terrains comme ça en fait en Lorraine. Il y en a qui sont restés en activité en base aérienne, il y en a qui sont devenus des aérodromes, et il y en a comme par exemple Chenevière qui est devenu d'un côté un parc photovoltaïque et de l'autre côté un circuit automobile. Pareil pour Chamblay par exemple, ceux qui connaissent un petit peu le coin. Donc voilà, c'était des bases souvent américaines et qui ont donné lieu du coup à ces terrains aujourd'hui exploités un peu différemment, hein, parce qu'on est encore heureusement pas en temps de guerre pour l'instant. Alors j'ai sorti tout l'écran de volée, je pense qu'on va sortir que le deuxième, à 37 degrés de volée, ça me paraît déjà plus ou moins sympathique. Après il se pilote super bien, honnêtement, y a rien à dire. Faut juste être très doux sur les commandes parce qu'il est très réactif et comment dire, vous avez beaucoup de débattement en fait si vous voulez par rapport aux manches. Donc forcément par contre c'est un avion qui à mon avis doit très bien se manœuvrer à basse vitesse. Ouais, je suis un peu loin de la... En fait je pensais qu'elle continuait autant que la piste en macadam, la piste en herbe. À force de parler j'ai fait une reco trop rapide, trop peu précise. Alors je sais pas pourquoi c'est marrant parce que j'avais le même problème avec le Bristol B23 avant. J'ai tendance à atterrir de travers, genre sur la... Ouais, je sais pas si on veut dire sur la gauche ou sur la droite, enfin voilà, mais vous comprenez quoi. J'ai le nez qui pointe vers la droite de la piste, quoi. Bon après voilà, hein, je corrige et puis on s'en sort, hein, c'est pas la question, mais je vais remettre un petit peu de... Parce que là je suis en train de forcer sur le manche. Mettre un petit peu de trim là. Ah ouais, c'est mieux là. On est un petit peu haut, c'est pas grave, on va corriger. Voilà, on va faire notre arrondi. J'étais un petit peu haut là pour l'arrondi, mais je commence à avoir beaucoup de vitesse verticale.
Bon, vous voyez, c'est... Honnêtement, non, y a pas de souci hein, pour le pilotage. Ça se pilote très très bien. On a fait un départ vers l'est avant, donc on va retourner là-bas. Sur la piste 09 à gauche. Et puis on va changer d'avion. Enfin du LM du coup. C'est encore loin le... Ah bah non, c'est juste là, parfait. Hop. On va se mettre sur le petit macadam le temps de faire le changement d'avion. Ah, c'est bien, ça vous fera un petit rappel de comment on fait le... J'avais fait une vidéo là-dessus hein, pour ceux qui veulent, si jamais, bon alors faudra remonter très loin hein, mais sur le changement d'appareil pendant qu'on est sur le simu pour éviter de revenir au menu. Hop, frein de parc. Alors, je vous dis ça et je sais même plus où c'est. Oui, donc c'est dans Tools, Aircraft Selector. Donc là vous voyez, hein, j'avais tapé VL et du coup on a dit le Bristol B23. Bon, on va prendre celui-là au hasard. Si ça se trouve, du coup, ce sera pas du tout celui qu'il y avait dans la miniature, mais c'est pas grave. Bah, vous savez quoi, c'est bien parce que finalement, en termes de couleur, il ressemble quand même plutôt à celui qu'on vient d'avoir. Donc, petit tour du propriétaire. Bon, je l'ai déjà présenté, donc je vais pas le représenter. Le but, c'est vraiment de faire un comparatif ici. Mais voilà, on est toujours sur des ailes basses avec cette bulle, voilà, un appareil qui est relativement assez large hein. Si on le regarde comme ça, en fin de compte, il ressemble vraiment. Voilà, alors je vais essayer d'aligner un petit peu droit, mais si vous le regardez comme ça, en fait, il ressemble vraiment au VL3 quoi. Un petit peu plus court, on va dire, sur ce niveau-là. Le VL3 a la bulle, lui, qui revient quand même, qui remonte jusqu'ici. Là, on n'a pas cette bulle en haut, hein, vous voyez. Là, le VL3 il venait jusqu'ici, là on est un peu plus devant. J'ai l'impression qu'en empennage on est peut-être un poil plus court aussi. Donc voilà, à vérifier, hein. Faudrait voir avec les grandeurs etc. Mais voilà, on voit que c'est quand même des avions qui ont une allure plutôt... Enfin des avions, des ULM pardon, qui ont une allure plutôt élancée. Ici on n'a pas de train rétractable, c'est un train fixe. Toujours en train tricycle, hein, pas de train classique. Voilà, après vous voyez on a... Bon, voilà. Et puis par contre, alors là les volets, vous voyez c'est des volets qui prennent tout l'aile hein. C'est pas des volets comme on avait sur le VL où l'aile reste fixe et c'est un volet en dessous qui redescend. Là c'est tout le morceau qui descend quoi. Ok, on va faire ça, on va régler notre trim à peu près. Ok. Donc là on est bon, on va se diriger sur la piste, on va essayer de faire les mêmes tests qu'avant. Alors vous voyez, ouais, c'est vrai qu'au sol, lui, il est un petit peu plus embêtant. Vous voyez, je sais pas si vous voyez en bas de l'écran là, mais je joue pas mal avec les pieds. Là, je suis au max, vous voyez que pour tourner, c'est un bateau. Voilà, on y est. Alors, on va se passer au 09L. Ouais, on devait être à peu près là avant. Ok, donc on a les flaps, je les ai réglés. Le trim, on est ok. Je vais mettre juste les freins de parc le temps de régler un petit peu la vue, etc. On est bon, on est bon. Là, il n'y a pas forcément besoin de lumière, on va rester comme ça. Allez, on met plein gaz. Et on y va. Alors, moins stable quand même que le VL3, hein, du coup. Obligé de corriger pas mal avec les pieds. Et là, vous voyez, on est quand même beaucoup plus de temps que le VL3. Ça y est, là on commence. Je tiens un petit peu sur le manche. Bon, j'ai peut-être... après, ça dépend du trim, hein, comment vous l'avez réglé, etc. Mais vous voyez que par rapport au VL3, on est quand même beaucoup moins performant. Là, si j'essaye de prendre, vous voyez qu'on perd beaucoup de vitesse et on est à 1200. Ouais, on galère à tenir les 1000 pieds minutes. Donc, on est quand même beaucoup moins performant que le VL3. Vous voyez, là, le VL3, on avait déjà pris, on était déjà presque... Alors, j'abuse peut-être quand je dis 2000 pieds, mais là, on était déjà à 1500 pieds. Là, on doit atteindre la bout de piste, non on est même plus loin que la bout de piste. Donc, en bout de piste, on avait déjà 1500 pieds, je pense, facilement avec le VL3. Là, on est à 1200. Donc voilà, c'est vrai que c'est un appareil qui... Et là, je suis plein gaz, hein. Vous voyez que je suis même dans la zone jaune ici, ce qui est pas terrible.
ce qui n'était pas le cas avec le VL3. Donc c'est pour ça qu'avant je me disais ouais 2500 pieds, voilà, parce qu'avec cet avion forcément c'est plus long de monter. Et vu que je venais de piloter le B23 juste avant, on peut retirer les volets, on est au-dessus de 1500. Bon alors comme dit, hein, moi je vous donne mon impression, je suis pas un pilote professionnel, ni un professionnel de MSFS, ça vous le savez. Enfin si vous suivez mes vidéos, hein, si vous êtes tout nouveau, bon bah désolé, je vous apprends peut-être quelque chose, mais je suis pas non plus le plus assidu, voilà, j'ai pas la connaissance, on va dire infuse sur l'aéronautique, etc. Mais j'essaye quand même de me cultiver un minimum pour rendre les vidéos plus ou moins intéressantes. Ce que je trouve assez sympa, c'est que par contre ici on a, bon on l'avait aussi sur le VL3, mais j'utilise jamais le compensateur de lacet. Ce qui sur les ULM est plutôt rare, hein. Bon sur les ULM de cette classe pas forcément, mais sur les ULM classiques on va dire, on l'a pas forcément. Des fois on l'a même pas sur des avions classiques, donc vous voyez qu'en vitesse verticale, en fin de compte, là on est à 80 nœuds, on galère à atteindre les 1000 pieds minutes quand même, hein. Je vais remettre un petit peu de compensateur, mais c'est compliqué. Alors par contre ce qui est bien, c'est que les cornes sont beaucoup plus douces. Donc là on n'a pas besoin de faire trop attention à être vraiment comment dire, scolaire, j'allais dire. Non mais voilà, être vraiment doux, etc. En fait là par contre sur cet aspect là il se pilote quand même un peu mieux que le VL3. Alors après c'est sûr que du coup il est un peu moins dynamique, hein, il est un peu moins sportif on va dire, un peu moins réactif. Mais voilà, pour apprendre c'est très bien je trouve. Il est quand même plutôt réactif, hein, vous voyez. Il n'y a pas de... Bon c'est vrai qu'on a l'impression, je vais vous mettre le manche comme ça vous voyez un petit peu les commandes que je donne, mais vous voyez, hop. Donc ça va, il est relativement... Alors là je mets beaucoup de pieds et pas beaucoup de manches. Après hein, il peut se piloter qu'aux manches. Vous voyez qu'il prend pas beaucoup de contre... Enfin, je sais même pas comment on appelle ça d'ailleurs. Vous savez quand vous mettez par exemple le manche à droite, le nez de l'avion a tendance à aller d'abord vers la gauche. Je sais plus comment on appelle ce phénomène, mais bref. Donc là-dessus il est pas très... voilà, il se pilote plutôt bien. On peut le piloter aussi qu'au pied. Alors il est un petit peu plus dur. Voilà, là je suis à fond. Hop. Les pieds par contre faut être un petit peu plus doux, je trouve. Alors pas forcément plus doux que le VL3, mais je dis plus doux que le manche par contre. Donc voilà. Mais bon somme toute voilà, après vous voyez hein, à l'intérieur je vous disais, hein, on est quand même sur quelque chose d'assez semblable un petit peu au VL3, peut-être un petit peu moins luxueux. Bon après on a moins de couleurs aussi, alors est-ce que ça joue? Mais voilà, on a toujours un peu comme les voitures, hein, ce tunnel central là. La coudoir, on a des sièges cuir, un manche qui est très bien avec un bel accastillage, etc. Donc là-dessus on est plutôt bien. Et on est enfin à 4000 pieds, on va faire notre test de Vmax du coup. Alors, on met le trim à peu près à 0. Vous verrez que la Vmax est quand même moins importante. Depuis tout à l'heure, de toute façon, je suis plein gaz. Alors, je joue un peu pour éviter de dépasser les caractéristiques, on va dire, du moteur. Mais là, je suis plein gaz, plein gaz. On va essayer de mettre les ailes à plat. Donc, en vitesse verticale, on est à peu près à 0. Vous voyez, on galère à atteindre les 100 nœuds quand même, hein. Bon, attendez, on monte un peu, alors on va essayer de redescendre. On va jouer avec le compensateur un petit peu. Ça y est, on a dépassé les 100 nœuds. Alors, vous voyez qu'on descend et que ouais, les 100 nœuds c'est compliqué. On va essayer de le faire dans l'autre sens au cas où, parce que je crois que de mémoire on était peut-être dans l'autre sens avant avec le VL3 où il y aurait du vent.
Bon alors là par contre vous voyez qu'on peut faire des virages relativement serrés, ça décroche pas. Comparé au VL3 avant où on a décroché en faisant ça, là rien du tout. Alors par contre par rapport au VL3 il est quand même plus sensible au vent etc. Vous voyez que je suis obligé de le corriger quand même plus souvent. Ouais bon dans tous les cas voilà 101 nœuds là 102, bon avant on avait atteint 102 aussi très brièvement ouais. On est aux alentours des 100 nœuds en vitesse maximum comparé aux 115 du coup du VL3. Alors on va faire nos petits tests de décrochage. Alors, vous voyez qu'il a tendance déjà là à basse vitesse à être relativement à partir sur le côté. Faut bien le corriger. Ok on a les ailes à plat à peu près. On est à 50 nœuds. Alors tout comme par contre le VL3 il perd pas beaucoup de vitesse. Par contre il perd vachement en altitude. Là vous voyez je suis déjà à moins 700 pieds minutes. Par contre il décoche pas. Ah si ça y est, il décroche franchement par contre à 50 nœuds. Bon on a perdu quand même plus de 1000 pieds. Ce qui est quand même pas mal. Après forcément comme vous l'avez vu en fait par rapport au VL3 c'est vrai que avant le décrochage il perd. Alors c'est bien parce que bon là sur le simulateur on s'en rend pas forcément compte mais dans la vraie vie vous allez le sentir tomber en fait. Parce que vous allez avoir, je veux pas dire vous allez avoir du 0G mais vous voyez ce que je veux dire. Enfin à un moment vous allez sentir votre corps qui va être plus haut sur le siège quoi. On va dire ça comme ça. Donc vous le sentirez comparé au VL3 où vous sentirez rien et d'un coup il va partir. Pour moi c'est plus safe, à la limite je préfère presque un avion comme ça, enfin un appareil comme ça, parce que je dis toujours avion alors que c'est des ULM, mais on va essayer de remonter un petit peu au moins à 3005 là, parce que c'est vrai que vu qu'on perd pas mal d'altitude pour les tests de décrochage, hop, et on va sortir du coup un cran de volée. Donc là c'est le décrochage typiquement en position décollage. Hein. Bon, j'essaye de faire du coup un peu plus rapidement. Donc là voilà on perd pas trop d'altitude. 40 nœuds. Ok. Bon là vous voyez il faut quasiment comparer du coup au VL3 faut quasiment aller en butée avec le manche. Pas encore hein. On est quand même pas encore sur de la butée comme les autres ULM. mais pas très loin. Et par contre en vitesse de décrochage on était un peu moindre, je crois qu'on était aux alentours des 48. Là j'ai vu on était en dessous du 45 à un moment. Donc pardon, il décroche un petit peu plus bas avec les volets. On a tout comme le... Non on a que 2 crans aussi, je suis en train de voir juste ici. Donc là par contre on a que décollage atterrissage quoi grosso modo. Et allez, on va réduire les gaz. Donc on était en dessous de 30 nœuds hein, avec le... Alors là par contre vous voyez je suis à la battée. Là je suis vraiment le manche full tiré. On plonge mais on décroche pas hein. Vraiment hein. 40 nœuds. Alors par contre on est quand même plus rapide qu'avec le VL3. Allez là ça y est on décroche donc à 40 nœuds. Alors par contre là quand il décroche alors c'est vrai que là par contre quand il décroche, bon on a forcé hein, quand même hein, parce que là je suis resté un long moment à la battée. Mais on était pas loin du crash là quand même. Hein. Bon vous voyez qu'il faut forcer quand même. Hein. Ça on peut se le permettre bien sûr parce qu'on est sur simulateur mais du coup, mon ressenti, alors ça n'a rien à voir finalement quand même. On pourrait penser, mais finalement ça n'a rien à voir. Le VL3, je pense que pour faire des longs voyages, des longs trajets, etc., il est très bien.
Par contre, faut pas s'amuser à vouloir faire des... Comment dire? En fait, il pourrait se faire passer pour un ULM sportif, mais en fin de compte, moi, je m'y aventurerai pas. C'est quand même risqué, je trouve, avec cet appareil-là. On va revenir un petit peu vers le terrain de Lunéville, d'ailleurs. Je vais remettre un petit peu de trim, puis on va le laisser monter tranquillement. Alors moi j'ai le GPS ici, hein, vous voyez que le terrain de Lunéville est juste là, là on a l'avion, enfin l'appareil. Voilà. Oui, donc comme dit, moi je m'y aventurerai pas perso avec le VL3. Par contre le VL3, ouais, pour faire des longs trajets, vu qu'il va plus vite, qu'il est un peu plus agréable à piloter, moins sensible au vent, etc. Honnêtement, ouais, pourquoi pas. Par contre, voilà, le Bristol B23 pour des vols locaux un peu longs, on va dire, typiquement, voilà, moi je suis, vous savez que je suis d'Alsace, pour faire, je sais pas, Mulhouse-Nancy ou des choses comme ça, ouais, pourquoi pas, honnêtement. Pour apprendre, il est très bien parce qu'il est relativement safe, bon, sauf on a vu là sur le décrochage avec plein volet. Mais sinon, oui, on peut faire des virages assez serrés en fait, et c'est ça que je trouve assez fou. Et là, il décroche pas en fait, hein. Je veux pas dire qu'on tourne sur place, mais presque, hein. Un peu moins réactif quand même que le VL3. Bon, par contre, je trouve qu'il faut beaucoup forcer sur le moteur, ce qui est un petit peu dommage. Il manque un peu de performance, quoi. Alors après, encore une fois, hein, est-ce que le VL3 on l'a essayé vraiment en version ULM avec un Rotax 100 chevaux ou pas? Ça se trouve c'est pas la même puissance non plus. Donc on peut pas, sans avoir l'info en fait, on peut pas forcément comparer. C'est vrai que ça, on manque un peu d'infos, je trouve, sur MSFS. Bon, après, c'est censé être corrigé par les connaissances, on va dire, mais c'est vrai que moi qui n'ai pas beaucoup de connaissances, j'aurais bien voulu voir, je sais pas, moteur ou puissance, ou voilà, ou classification en tout cas, savoir s'il était classifié en tant qu'ULM ou en tant qu'avion classique, quoi. Avion de tourisme. Mais ouais, c'est vrai que c'est dommage, on manque un petit peu d'infos là-dessus. Bon, en tout cas, j'espère que ce comparatif vous aura plu, que ça vous permet d'y voir plus clair. Après, en termes de simulateur pur, on va dire, est-ce que le Bristol V23 vaut le coup? Honnêtement, avec tous les ULM gratuits qui existent, etc., bon, je sais pas. En fait, il a un segment, je trouve, en termes de mode, qui est pas très utilisé. C'est le segment du VL3, justement, mais en ULM et en... Comment dire? Alors, je vais juste me concentrer 2 minutes le temps de mon atterrissage, mais... Ouais, en fait, c'est un peu... vous voyez, on va dire le VL3, on pourrait... Non, en fait, on pourrait même pas le remplacer. J'allais dire peut-être par vous savez, le Vanser V7. Mais même pas forcément. Ah oui, alors là, je vous fais un atterrissage classico-classique, hein. On est sur de l'atterrissage purement arcade. Si vous faites ça dans la vraie vie, je pense que vous avez la tour qui vous engueule. Après, vous voyez, comme dit, on peut faire du très beau pilotage avec cet appareil quand même. On reste sur un ULM. Alors c'est un ULM qui pour moi, mais ça je l'avais déjà dit lors du test, se pilote quand même plus ou moins comme un avion, hein. On a des commandes qui sont moins réactives que, bon, on l'a vu sur le VL3 ou sur les autres ULM type Savannah, etc. En fait ça se pilote un peu comme un Robin DR400, mais en un peu plus vif quand même. Voilà. Et c'est vrai que ce segment-là des ULM, on n'en a pas beaucoup sur MSFS. Enfin, en tout cas, j'en connais pas, moi perso. Peut-être après, voilà, hein, j'ai pas exploré tous les modes, j'ai pas exploré tous les appareils, mais c'est vrai que voilà, ce segment-là, faut que ça plaise. Moi, personnellement, c'est pas forcément celui qui me plaît le plus. J'aime beaucoup les ULM, bah, justement comme le Savannah. Le Savannah, j'adore. Tecnam P92. Un petit peu aussi le CTSL ou CTLS, je sais plus, parce que les deux existent, hein. Mais qui est aussi bon, qui lui est en natif par contre sur
sur MSFS, mais qui lui est déjà un peu plus performant, vous voyez, que les Savannah ou autres. Et puis un appareil alors, qui est malheureusement pas sur MSFS, mais que j'aimerais bien voir un jour, c'est le Tetras, puisqu'il est fabriqué à Ramonchamp, qui est dans les Vosges, donc pas très loin de l'Alsace. Voili voilou. Mais sinon, il y a Elixir Aircraft aussi qui existe. Je sais plus ce qu'ils font comme appareil. Je me demande, ah bah si, c'est peut-être eux qui font le VL3, ou en tout cas ils font un équivalent, je sais plus. Et mais comme dit, qui est plutôt sur le segment du VL3 et pas encore sur le segment du B23. Donc voilà, ça vous donne un petit peu une idée. Le VL3, forcément, je vais pas détailler mon ressenti, puisque vu qu'il est en natif sur MSFS, ceux qui auront MSFS l'auront forcément. Alors je crois qu'il faut une version, moi j'ai la version max de MSFS, donc je crois qu'il faut quand même une version assez élevée pour l'avoir, mais en tout cas si vous l'avez, voilà, il n'y a pas de nécessité de savoir est-ce qu'on va dépenser de l'argent ou pas. Mais voilà. Bon, en tout cas, comme dit, vous avez mon ressenti. Je vous laisserai faire votre propre choix avec ces détails-là. Je vous dis pas faut l'acheter, faut pas l'acheter, hein, c'est suivant les goûts et les couleurs de chacun. C'est un segment qui, comme dit, n'existe pas en natif sur MSFS, qui n'existe que très peu dans les modes. Après, faut que ça plaise. Moi, c'est pas forcément ce qui me plaît le plus, mais voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, ce petit comparatif un petit peu comme à l'époque, on avait comparé, je sais plus quel appareil, le FK9 je crois avec le CTSL, enfin c'était le FK9 ça c'est sûr, mais je sais plus avec quel appareil on l'avait comparé, bref. Et je sais que ce format de vidéo avait un petit peu plu, donc je me suis dit allez on va le refaire avec le Bristol B23 vu que j'en avais parlé. Donc voilà, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est important. C'était Race4, salut!